Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr. Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. On ne choisit pas sa couleur de peau. En commun est ton mot hétéro. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chacun est égal? L'union fait la force. Et à la prochaine partie, on va parler de Benoît Hamon, Parti Socialiste. Alors lui, il veut un futur désirable, vouloir le progrès social, écologique et démocratique. Jolie photo d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez, comme ça ? Voilà. Donc déjà, il est pour le travail et l'emploi et réussir la transition économique. Donc pour créer les emplois de demain et réduire vraiment le chômage, il va déployer un programme d'investissement stratégique. Il va porter l'effort de recherche et développement à 3% du PIB. Et il va lancer un plan de 100 milliards d'euros sur 5 ans pour la rénovation urbaine et thermique et pour le bien vivre en ville et dans la ruralité. Ça fait un petit peu Mélenchon, le programme, pour l'instant. Il va encourager les entreprises à réinvestir leurs bénéfices par la modulation de l'impôt et sur les sociétés. Pour l'instant, c'est pas très porteur. Il veut faire de la France un pays en pointe sur le numérique. Numérique bon. On revient sur au débat de. D'ailleurs, Mélenchon n'avait rien dit sur le numérique. C'est ça. Il me semble. J'en ai pas vu un seul. Donc il veut un pays en pointe sur le numérique en développant l'accès au très haut débit fixe et mobile sur l'ensemble du territoire, donc comme Macron quand on y réfléchit. Il veut assurer la transition numérique des organisations et l'appropriation des usages numériques par tous, avec la médiation numérique, le numérique éducatif et la montée des compétences des actifs. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est bien. Moi, pour l'instant, ça fait un peu de copier-coller avec à la fois le programme de Mélenchon, il y a un peu du Macron, il y a... Précision que le programme d'Emmanuel Macron a été fait avant le programme socialiste. C'est ça. Il faut quand même le rappeler, ça. Ça fait quand même un petit copier-coller quand même. Oui, il faut quand même le rappeler, ça aussi. D'ailleurs, c'est très important de souligner ça. Pour une économie renforcée face à la mondialisation, il va accorder la priorité au Made in France. Ça aussi, c'est du copier-coller avec un autre programme. Avec 50% des marchés publics qui seront reversés aux petites et moyennes entreprises. Pour aider nos petites et moyennes entreprises à se développer, il va faciliter leur accès au financement à tous les stades de leur croissance. La Banque publique d'investissement interviendra en garantie comme un prêteur lorsque les banques seront réticentes à accompagner les projets. Pour protéger nos agriculteurs, il va défendre leur position dans les contrats avec la grande distribution et il va améliorer leurs conditions de travail, l'accès aux soins et à leurs droits sociaux. Et il va défendre aussi une politique agricole commune, donc la PAC, qui prévoit des mécanismes de régulation des marchés et des risques et donne une priorité aux petites et moyennes exploitations. Ensuite, il va poursuivre le changement d'échelle de l'économie sociale et solidaire en nous donnant pour objectif la création de 500 000 emplois. Le programme d'investissement d'avenir sera mobilisé au service des secteurs prioritaires, donc la petite enfance et le grand âge. Et afin de protéger nos entreprises et nos emplois de la finance spéculative, il va réviser la loi de séparation bancaire en cantonnant effectivement l'ensemble des activités de marché des banques. Pour l'instant, c'est pas folichon, je vous le dis clairement. Alors, pour permettre à ceux qui ont moins de vivre mieux, il va augmenter le SMIC et les minima sociaux, lui aussi. Alors là, c'est peut-être un peu plus important. Il va encourager la négociation des partenaires sociaux, notamment sur les salaires, l'encadrement des contrats précaires, la reconnaissance des qualifications, ainsi que l'amélioration des conditions de travail. Alors, à partir de 2018, voilà ce qu'il propose. On a carrément un tableau. Il va créer en fait un revenu universel d'existence, le RUE. Donc à partir de 2018, un étudiant qui travaille un jour par semaine, aujourd'hui il a 231 €, et à partir de 2018 il va toucher 749 €. Ensuite, un agriculteur ou une assistance maternelle qui perçoit 50% d'un SMIC. Aujourd'hui, il touche 576 € et il va, dès 2018, aller à 973 €, c'est-à-dire au niveau du seuil de pauvreté. Du seuil de pauvreté, exactement. Ensuite, un couple ouvrier au SMIC, il passerait de 2304 € aujourd'hui à 2694 €. Ce qui n'est pas cher payé. Ça fait pas une grosse hausse quand même. Ça fait une hausse même pas de 300 €. 390 €, la hausse.
Donc, Payé, hein. il va réunir ensuite une conférence sociale pour programmer les étapes suivantes qui permettront la généralisation progressive du RUE à l'ensemble des Français et son augmentation à 750 €. Donc ça veut dire que tous les minima sociaux iraient à 750 € selon lui. Hein. Enfin, plus tard, pas maintenant, pas tout de suite, mais apparemment dans la durée. C'est surtout comment il va réussir à le faire. Ah ben là, c'est dans la durée, c'est pas immédiat. Oui, Contrairement voilà. à Mélenchon, par exemple, si on compare tout à l'heure, c'était tout de suite. C'est ça. Là, c'est dans la durée. Déjà, le RUE, c'est l'année prochaine, et après, pour l'extension, c'est plus tard. C'est pas C'est aujourd'hui. sur un programme de 5 ans, hein, de toute façon. Hein, donc, Ouais. Mais bon, après, faut voir. Hein. Alors, sur RUE, je vais le préciser parce qu'il a expliqué, et dans une première étape, il va augmenter automatiquement les revenus des actifs, ouvriers, employés, indépendants et étudiants dont les revenus sont inférieurs à 2200 € net. Mhm. Mais c'est pas forcément folichon quand même. Hein. Mhm. Et est-ce que c'est faisable? Ça, c'est une autre question. C'est ça. Pour progresser tout au long de la vie, chaque actif aura droit à 1 an de congé formation pour acquérir un diplôme ou une qualification, et il va développer également l'apprentissage. Ça, par contre, c'est bien. Je suis d'accord. Il va reconnaître le burn-out aussi, tout comme Mélenchon. Il va reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle. Ça fait copier-coller aussi, je trouve. Là-dessus, pas besoin de débat, on l'a dit tout à l'heure, on est totalement pour cette reconnaissance. Ensuite, il veut remplacer la loi travail par une nouvelle loi. Alors là, c'est carrément pas abrogé, c'est remplacé. C'est ça. En concertation avec les partenaires sociaux, il va encourager la poursuite de la réduction collective du temps de travail sur la base du volontariat et par négociation, et il va renforcer le compte pénibilité et le compte personnel d'activité qui confortera donc le droit à la déconnexion et rétablir aussi le principe de faveur. J'ai rien compris en fait. Je sais pas où est le remplacement parce que moi j'ai rien compris. Non, moi non plus. Là, je vois pas où est le remplacement du tout. Tout comme les autres, il veut réformer le RSI, le régime social des indépendants, pour qu'ils aient les mêmes droits que les salariés. Voilà, tout simplement. Ensuite, pour garantir à tous le meilleur niveau de protection et lutter contre l'ubérisation débridée, il va créer un statut de l'actif qui va permettre aux travailleurs qui ne bénéficient pas aujourd'hui de la protection du Code du travail et du régime général de la sécurité sociale d'accéder à un socle de protection et de droits fondamentaux. Pour moi, c'est vague parce que je le lis, mais ça, personnellement, je ne vois pas où il veut en venir. Parce que c'est bien, il va créer des choses, mais ça ne veut pas dire forcément qu'on comprend forcément où il veut en venir après. C'est ça. Pour l'instant, j'ai un petit problème, un petit blocage. Si le burn-out, ça, il y a des choses qu'on a totalement compris, Oui, mais il y en a oui. certains, j'ai pas totalement compris pour être clair. Côté écologique maintenant. Côté écologique, il dit au moins 50% de repas bio ou issus des circuits courts seront servis dans la restauration collective, et il va appliquer un taux de TVA réduit aux produits bio, et il va aider à la structuration des filières de production biologique et équitable. Alors ça par contre c'est nouveau. Ça c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu et qui est très bien à mon sens, de réduire le taux de TVA sur les produits bio. Ouais, parce que C'est quand une on voit combien c'est vendu, enfin combien coûte un produit bio quand tu passes à la caisse, je peux te dire ça fait mal au portefeuille. Hein. Ben voilà déjà un premier point que je salue, déjà, franchement, parce que le repas bio, personne n'y a pensé. Il y en a qui veulent mettre les repas bio dans les écoles, mais de baisser la TVA sur les repas bio, personne n'y a pensé, je crois. C'est ça. Ensuite, il veut interdire les perturbations endocriniennes et il va proposer des alternatives aux pesticides, en commençant par les plus dangereux. Je pense que tout le monde là-dessus a été clair. Je pense que tous les pesticides, tout le monde est dessus. Hein. Il veut lancer un plan d'efficacité et de sobriété énergétique, donc l'isolation, les transports en commun et les véhicules propres. Il va inciter à la réutilisation des matériaux, à l'éco-conception et des plans zéro déchet, ainsi qu'à la sortie programmée de l'incinération. Ah, la sortie programmée de l'incinération. Comment il faut comprendre ça ? Plus d'incinération ? C'est comme ça qu'il faut le comprendre ? Ça me dérange ça. Incinération du corps, c'est-à-dire que quand on se fait ça... Non, pas non, du corps, mais des aliments bio. Ah, l'incinération des aliments. Des déchets, quoi, je pense. Des déchets, voilà. Non, parce que ça fait bizarre quand tu entends la sortie programmée de l'incinération. On peut plus se faire cramer ? Zut alors, ça Il sera... veut zéro déchet automatiquement, il veut l'incinération des déchets. En fait, c'est ça, tu t'es considéré comme un déchet, en fait. Oui, pourquoi pas. Ah bah non mais je suis pas bon à manger, donc non, c'est pas possible. Oubliez. Oh,
pourtant, j'avais sorti les herbes aromatiques, moi. Ah zut. Ensuite, il veut lancer un plan d'efficacité et de sobriété énergétique, je crois que je l'ai déjà dit. Il veut porter à 50% la part des énergies renouvelables dans le mix électrique d'ici 2025, en favorisant la production décentralisée et citoyenne d'énergie avec un objectif de 100% en 2050. Comme Mélenchon. Pour sortir du nucléaire à l'horizon d'une génération objectif 25 ans, il va fermer les réacteurs en fin de vie durant le quinquennat et il va garantir les emplois du secteur énergétique. Comme Mélenchon fait son aïe. Ouais, mais s'il ferme des réacteurs, automatiquement, ça va faire du chômage. Je suis assez surpris et un peu déçu parce que c'est vrai que plus on lit le programme et plus ça fait copier-coller. Hein. Il a pris un peu de tout le monde là. Ouais, ça me. Enfin, pour l'instant, ça part comme ça. Hein. Ouais, je le prends comme ça, sachant que Benoît Hamon est un des derniers d'avoir fait son programme. Hein. C'est ça. Je tiens à le rappeler ça aussi. Hein. Il a peut-être copié sur tout le monde. Hein. Ensuite, pour une fiscalité plus verte, il va moduler la TVA en fonction de l'empreinte environnementale et il va plafonner puis supprimer progressivement les niches fiscales anti-environnementales en commençant par la fiscalité du diesel, en mettant en place une taxe carbone. Ça par contre, je crois que c'est une première. Ça par contre, on n'en a pas entendu parler de ça. Ça, c'est une nouveauté. La taxe carbone, elle existe déjà. Hein. Oui, mais je crois qu'elle n'existe plus. Ah, si, sur les diesels, sur les plus gros, les gros véhicules dans les grandes villes. Bon, maintenant ils sont passés à la vignette avec cette fameuse vignette là, dans les grandes villes, de plusieurs couleurs. Pour préserver la biodiversité, il va créer un conservatoire des terres agricoles afin de rendre opposables les schémas d'aménagement et de protection de la nature. C'est un exemple. Il va veiller au bien-être animal. Je passe un petit peu. Hein. En mettant en œuvre les préconisations de la commission d'enquête sur les abattoirs, en s'assurant des conditions d'élevage et de transport, et en développant des méthodes de remplacement à l'expérimentation animale. C'est bizarre, ça nous parle, ça aussi, ce programme. Non, c'est pas Hamon. Là, on est sur Hamon, mais je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a dit, ça. C'est lundi, ça. C'est Macron qui, je crois qu'il a proposé. Je sais pas si c'est un des 3 de lundi. Hein, Fillon. Je crois que c'est Fillon. Je crois. Je pense pas que c'est Macron. Je crois que c'est Monsieur Fillon, effectivement. Encore un copier-coller, décidément. Il va organiser des conférences de consensus lorsqu'il est établi l'existence d'un lourd impact écologique d'un grand projet d'investissement local ou national. Vous en pensez quoi ? Ouais. Pour l'instant, moi, ça me botte pas. Pour l'instant, rien de innovant, on va dire. À part, quand même, il y en a eu quand même un, c'est sur le bio. Oui, voilà. Là, ça, par contre, c'est vraiment important. Là, par contre, où c'est très important, et ça, par contre, c'est très socialiste, parce que c'est aussi une des propositions de Manuel Valls, si vous vous en souvenez. Il va proposer la mise en place du 49.3 citoyen. Voilà, ça, c'est une proposition socialiste qui permet en fait à 1% du corps électoral soit de faire s'inscrire à l'ordre du jour du Parlement une proposition de loi citoyenne, soit de soumettre une loi votée à référendum sous condition de représentativité des signataires et de participation au scrutin et dans des domaines déterminés. Ça, c'est vraiment... ça, par contre, c'est une proposition Valls, ça, par contre, que Benoît Hamon a repris. Oui. Non. Alors, si vous vous souvenez, tout à l'heure, on en avait un peu... il y a quelqu'un qui a parlé des référendums au bout de 500 000 signatures. Vous préférez la mise en place 49.3 citoyens ou plutôt le référendum sur 500 000 signatures ? Le 49.3 a l'air bien la mieux venue, de toute façon, dans le sens où il n'y a pas de limite, on va dire. Il n'y a pas de limite au niveau des citoyens, quoi. Je veux dire, il y a pas de... C'est pas fixé à 500 000 signatures. Voilà, il n'y a pas de minimum requis. D'accord. Ensuite, il veut soumettre à référendum la reconnaissance du vote blanc, ainsi que l'extension du droit de vote aux étrangers non communautaires pour les élections locales, qui existent déjà pour les ressortissants européens. Et attention à la Mélenchon, s'il vous plaît, il va mettre en place dès l'été 2017 une conférence pour une 6ème République. Le Parti Socialiste, depuis quand il propose la 6ème République ? C'est la première fois que le Parti Socialiste propose ça. Première nouvelle. Je suis assez surpris. Et puis, excusez-moi, c'est à la Mélenchon, cette proposition. Oui. La 6ème République, c'est purement le parti de gauche. Le parti de gauche, aujourd'hui, et c'est pas du tout un programme socialiste. Ah non, ça c'est sûr.
Par l'usage du numérique, il va faciliter l'entrée dans la démocratie 4.0 par la participation citoyenne à l'élaboration de la loi et des partis publics et par la transparence des décisions publiques. Il veut mettre en place un budget participatif au niveau national. Il veut renforcer la démocratie en entreprise, sachant que les salariés représenteront la moitié des membres votants des conseils d'administration des grandes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. Donc ça, c'est ce qu'il propose. Et il veut conforter la démocratie sociale et maintiendrait le paritarisme. Le paritarisme en entreprise, c'est très important, ça il faut quand même le rappeler. Il veut renforcer, il veut porter une nouvelle loi, ça je crois que oui. Il veut un service public de l'audiovisuel, oui. Il veut protéger les données personnelles de nos concitoyens et garantir la loyauté des algorithmes, oui. Il veut renforcer le statut des lanceurs d'alerte, oui. Il veut prévenir les conflits d'intérêts. Il veut d'ailleurs obliger tout candidat à une élection à publier la liste de ses grands donateurs. Ah, ça par contre c'est important ça. Ah, ça je trouve que c'est important. Obliger tout candidat à une élection à publier la liste de ses grands donateurs. Ah oui. Front National, bonjour. Ils se font. Leur budget vient d'où? Ah, ils ont été voir Vladimir. Ils ont été voir la Russie quand même, s'il vous plaît. Et ben ils veulent obliger à ce qu'on publiquement on sache d'où vient leur argent. Et ben ça c'est bien. Voilà, au moins déjà un des bons points que j'aime bien. Et d'ailleurs je crois que ça n'avait jamais été dit ça. Ce point-là. Si je peux me permettre. Ah bah c'est bien, ça fait des pages en moins. Alors, ensuite, pour la suite, il veut lutter pour les droits des femmes. Alors ça, c'est un sujet qui nous intéresse le plus. Pour lutter contre le sexisme, il va doubler les moyens à disposition du ministère des droits des femmes pour mieux soutenir les associations à mener des campagnes de sensibilisation. Très bien. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Il va augmenter le nombre de centres de planification familiale et de structures pratiquant des interruptions volontaires de grossesse, les IVG. Très bien aussi. Il veut ensuite, pour lutter contre les violences faites aux femmes, il va créer 4500 places d'hébergement spécialisées, les plaintes qui seront mieux traitées, les poursuites systématiques ainsi que les délais de justice réduits. Il va en faire une priorité nationale dans son mandat, la lutte contre les violences faites aux femmes. Ça, c'est très important. Ah oui. Ensuite, pour réduire les inégalités salariales entre les hommes et les femmes, il va renforcer le contrôle et les sanctions contre les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations en matière d'égalité et il va publier la liste des entreprises concernées. Ce n'est pas une nouveauté, ce point-là, par contre. Ça. Ensuite, il va mobiliser les partenaires sociaux pour aboutir à des accords revalorisant les rémunérations des métiers majoritairement occupés par des femmes. Ça aussi, c'est pas nouveau. Ensuite, pour la parité en politique, il va augmenter les amendes infligées aux partis en cas de non-respect de la parité lors des élections. Ça, c'est bien, par contre. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas été dit. Donc voilà. En tout cas, il vient de dire que Benoît Hamon vient d'annoncer que la lutte contre les violences faites aux femmes fait partie de ses priorités. Eh bien, ça, c'est bien. Voilà un bon point chez Benoît Hamon qu'il faut souligner. Ouais, c'est pas mal. Voilà, ça c'est au moins enfin quelque chose de positif dans son programme, c'est déjà ça. Ça fait plaisir. Ensuite, sur la partie de la petite enfance, pour que les jeunes parents, notamment les mères isolées, puissent mener de front vie parentale et vie professionnelle, il va créer un service public de la petite enfance avec 250 000 nouvelles places d'accueil à horaires adaptés en 5 ans. Ensuite, pour répondre à l'attente des jeunes parents et favoriser le partage des tâches parentales, il va allonger le congé paternité à 6 semaines, dont 11 jours obligatoires. C'est bien ça. Et ensuite, il va ouvrir le droit aux allocations familiales dès le premier enfant. Ce n'est pas une nouveauté. C'est M. Mélenchon, je crois, qui l'a proposé en premier, si je ne me trompe pas. Jusque-là, ça va ? Ouais. Très bien. Ensuite, pour l'école, pour lutter contre les inégalités scolaires, il va rendre l'instruction obligatoire dès l'âge de 3 ans et garantir un droit à la scolarisation dès l'âge de 2 ans dans les écoles et en éducation prioritaire et en outre-mer. Je crois que c'est Macron qui a proposé ça, si je ne me trompe pas. Parce que beaucoup se jouent aussi dans les premières années d'apprentissage, il va établir un seuil maximum de 25 élèves par classe en CP, CE1, CE2 et à 20 ce nombre dans les écoles en éducation prioritaire, dans les territoires ruraux et en outre-mer. Donc si on compare avec Macron c'est 12. C'est ça. Hamon propose 20. Si vous choisissez les deux, vous préférez quoi ? 12 ou 20 minimum ?
12, c'est mieux que 20 Bah 12, 20, on est quasiment à la limite du nombre de classes d'élèves dans une classe de collège. Puisque les collèges, c'est 30-35 élèves, voire plus. Donc voilà, quoi, on n'est pas loin. Hein. Maximum, en tout cas, 25 par classe. Maximum. 25, ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup en CP CE1, CE2, ça fait énorme. Hein. D'accord. T'es quasiment à un nombre au niveau collège, donc... Ensuite, pour développer la mixité sociale et scolaire sur tout le territoire, il va rebâtir la carte scolaire dans le cadre d'un dialogue qui associera l'enseignement public et l'enseignement privé. Ensuite, pour donner à tous les élèves les mêmes chances de réussir à l'école, il va mettre en place un service public du soutien scolaire et il va développer la coéducation avec les parents et les mouvements d'éducation populaire. Ensuite, tous les pays ayant investi dans la formation continue des enseignants ont vu les résultats des élèves progresser. Donc en France aussi, il veut en fait un plan de formation continue des enseignants, sachant que chaque enseignant bénéficiera de 3, 5 ou 10 jours de formation tous les ans. Ensuite, il veut mener la réforme du lycée avec les enseignants, les parents et les élèves. Il va allouer plus de moyens aux lycées qui en ont le plus besoin grâce à un nouvel indicateur social plus juste et plus proche des réalités du territoire. C'est pas le plus important, je pense. Il veut défendre les lycées professionnels pour qu'ils deviennent des voies d'excellence et il veut y favoriser les possibilités de poursuite d'études. Ça, par contre, je trouve que c'est important. Ensuite, il veut revaloriser les conditions de travail des enseignants et des personnels administratifs en matière de rémunération, comme de gestion de carrière et de médecine du travail. Et enfin, pour atteindre tous ces objectifs ambitieux, il va recruter 40 000 enseignants en 5 ans et il va garantir le droit de l'innovation pédagogique et aussi favoriser l'usage du numérique, tiens donc, pour faire réussir tous les élèves dans leurs apprentissages. La fameuse numérique dans les écoles à la place des ardoises. On va pas redébattre là-dessus, on en a parlé lundi, mais est-ce que dans tout ce qu'on a dit, il y a quelque chose que vous êtes pour, contre certaines choses ou pas ? Bah, ça suit un peu la logique de d'autres candidats, donc concernant l'éducation, hein, donc voilà quoi. Concernant, j'allais dire enseignement, c'est pour ça, concernant l'enseignement supérieur, il veut faire de l'enseignement supérieur et de la recherche une priorité budgétaire en y investissant 1 milliard d'euros supplémentaires par an. Ah, pour ou contre ? Déjà que l'éducation nationale a déjà un super méga budget, ils n'ont pas besoin... Faut pas pousser non plus le nez dans les orties. Il faut quand même rappeler que l'éducation nationale, c'est quand même la moitié du budget. Ils ont besoin d'1 milliard de plus ? Non. Peut-être pas, je crois pas, faut quand même pas abuser non plus. Non, ils n'ont pas besoin d'1 milliard de plus vu ce qu'ils ont déjà. Et c'est qui va être puni sur les 1 milliard d'euros ? Ceux qui travaillent. Non, je pense pas. Non, c'est pas. Non, mais je parle du budget des ministres, je parle. Ouais, Ça va être ponctionné quelque part, ça c'est sûr. Bah, oui. Alors, on augmente d'un côté pour réduire de l'autre. Hein. Eh oui, c'est ça qui m'inquiète. Ensuite, il veut réformer les premiers cycles pour éviter l'orientation par défaut et démocratiser la réussite. Bon, on s'en fout. Il veut créer un droit à un semestre de mobilité internationale pour tous. C'est bien, s'il le dit. Hein. Pour permettre la réussite de tous les étudiants et parce qu'il est difficile de mener de front ses études avec une activité salariale intensive, il va faire bénéficier les étudiants du revenu universel d'existence, qu'on en a parlé tout à l'heure. Il veut créer 7500 emplois dans les universités et les laboratoires et aussi revaloriser de 10% la rémunération des universitaires et chercheurs en début de carrière et mettre fin aux thèses non financées, notamment en doublant les doctorats préparés en entreprise. Et il va aussi augmenter les moyens des laboratoires. Ça, par contre, je trouve que c'est important. C'est plus important que ce que je dis depuis tout à l'heure, quand même, hein, sur l'enseignement supérieur. Il va ensuite pour la recherche, les universités vont accueillir 25% d'étudiants internationaux supplémentaires. C'est bien. Moi, je trouve ça intéressant. Et pour aider à la mobilité géographique des étudiants, il va assurer la construction et la réhabilitation de 60 000 logements pour les jeunes et les étudiants durant son mandat. C'est pas nouveau ça aussi, mais c'est très important quand même. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés, mais ça reste important quand même à dire. Maintenant on change de catégorie, on va sur les personnes en situation de handicap. Donc pour que les personnes en situation de handicap et leurs aidants aient accès à une vie sociale et citoyenne active, il va faire de l'accessibilité un des principes de la 6ème République. Je savais pas que l'accessibilité fait partie d'une république. Hein.
pourquoi pas. Ensuite, pour faciliter la scolarisation des personnes en situation de handicap et pour une école inclusive, je propose, Benoît Hamon va proposer de diminuer les effectifs des classes en fonction du nombre d'élèves en situation de handicap. Et pourquoi ? Pourquoi réduire parce qu'il y a des personnes en situation de handicap ? Je sais pas. C'est bizarre son truc. Ensuite, il veut renforcer aussi leur accompagnement et en permettant aux personnes en contrat précaire d'accéder à un emploi d'accompagnement d'élèves en situation de handicap, donc l'AESH pérenne. Il veut faire également de l'accessibilité de l'enseignement supérieur, un des chantiers prioritaires du quinquennat. Pourquoi pas. Ensuite, il veut améliorer le fonctionnement des MDPH, donc Maison départementale des personnes handicapées, avec une simplification, la personnalisation, la réduction des délais et la participation des usagers. Déjà vu. Oui, déjà vu, mais oui. Parce que la simplification, je précise, elle existe déjà. Parce que tu as juste à cocher sur il y a juste à cocher une case pour remplir le dossier. Et simplification, ça se fait en 4 mois, tu passes pas par des médecins. Ça existe déjà, la simplification. Hein. Après, moi, la simplification j'aurais préféré, c'est le côté administratif, les charges des papiers qu'on doit faire, et que j'ai entendu parler, je crois que le justifier, on va dire, par Internet, par exemple, faire envoyer les documents par Internet. C'est juste ça, comme fait la CAF. La MDPH ne fait pas ça. C'est juste la seule chose que je regrette, c'est que la MDPH fait pas le moyen de scanneriser et qu'on envoie qu'on envoie nos dossiers par. Voilà, c'est juste ça qui me dérange un petit peu. Parce que aller à la MDPH, c'est chiant, hein, je vous le dis. Hein. Enfin, c'est juste ça que je voulais souligner. Ensuite, il va sacraliser. Il va sacraliser le financement des places d'accueil en établissements sociaux ou médico-sociaux, notamment pour les enfants en situation de handicap. Ensuite, il va faciliter la vie des salariés en situation de handicap dans l'entreprise par l'aménagement des postes de travail et en favorisant le télétravail. C'est pas mal ça, par contre. Ça, c'est une première, ça. Ça n'existe, ça, on l'a pas vu, ça. Et ensuite, comme tout le monde, presque tout le monde, il va augmenter l'allocation d'adulte handicapé dès cette année de 10%. Dès l'année 2017. Ça veut dire que 808 € avec 10%, ça fait 80 € de plus. Donc on n'est pas loin de 900 € en fait. 888. Voilà. Donc 10% cette année. Oui, 888. 888. Ça fait 80,80. Ça fait un peu bizarre en fait. 80 € de plus en tout cas. Concernant le sport, je vais faire vite là-dessus. Il va soutenir la candidature de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Est-ce que c'est le rôle d'un candidat, d'un politicien ? Il y a plusieurs genres. Oui, je sais pas, je pense pas que c'est le plus important. Qu'est-ce qu'on s'en fout que ça se fasse à Paris ou pas à Paris ? Concernant maintenant les personnes âgées, il veut améliorer le pouvoir d'achat en augmentant le minimum vieillesse de 10%. Faisable ? Oui. 10% ça va, c'est pas comme Mélenchon tout à l'heure avec qu'il va passer à 1000 €. C'est un peu plus compliqué. Ensuite, pour que chacun puisse bénéficier d'une même durée de retraite en bonne santé, il va maintenir et étendre les comptes pénibilité qui permettent à ceux qui ont eu les carrières les plus difficiles de partir plus tôt. Et il va pas repousser l'âge de départ en retraite non plus. Et donc lui, par contre, il change pas la retraite. Là, pas de changement au niveau de l'âge. Ça vous choque pas ça, par contre ? Non. Ensuite, pour diminuer la facture des familles, il va créer une allocation unique bien vivre en EHPAD proportionnée aux moyens de chacun. Ouais. Pour améliorer la qualité des soins, il va augmenter le nombre d'aides-soignants et en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à hauteur de 3 à 5 personnes par établissement. Et pour aider les aidants, c'est dommage que Charlotte ne soit pas avec nous parce qu'elle nous aurait pu nous aider là-dessus. Pour aider les aidants et les familles, elle va garantir le droit au répit et créer un panier de services publics bien vivre, accessible pour tous à moins de 30 minutes, avec l'accueil de jour Alzheimer, le HPAD avec place accessible, ainsi qu'un service de soins à domicile. C'est bien, hein ? Là-dessus, il y a déjà plus de... Ça a l'air d'être pas trop mal, ouais. C'est pas mal. 10%. Années, ouais. Je pense que là, sur les minima, il va augmenter de 10%. Alors, je sais pas où on va en être sur le RSA, on va savoir ça tout à l'heure. Mais comparé à Mélenchon, voilà, là, il est sur 10% pour l'instant. C'est plus raisonnable. Voilà, là, c'est déjà plus logique. On avait fait mieux avec Sarkozy, c'était 25% quand même. Hein. C'est quand même fort. Hein. Ensuite, côté santé, il va décréter l'urgence contre les déserts médicaux. Objectif, 1500 maisons de santé.
Un soutien financier et logistique sera apporté aux médecins qui s'installent dans les zones sous-dotées. Et dans les territoires en pénurie, l'État implantera des médecins salariés. Ah mais il serait temps. Chez nous, et on en a bien besoin, je vous le dis encore. Hein. Ensuite, pour lutter contre les inégalités, il va supprimer les franchises médicales. Ah, ça c'est nouveau, ça par contre. Et donc, il va supprimer les franchises médicales qui freinent l'accès aux soins et qui devraient faire baisser le prix des prothèses dentaires, oui, auditives et des lunettes. Donc, il va faire baisser en fait le prix des prothèses dentaires, auditives et des lunettes, tout comme tout le monde en fait. Et pour aider les personnes précaires à se soigner, l'accès aux dispositifs de solidarité sera simplifié, notamment sur la CMU, la CS et l'AME. Simplification de la CMU aussi. Ouais. Tiens donc. Ça aussi, il faut aller. Parce que des fois, c'est chiant. Hein. Ils ont leur questionnaire, il est un peu, casse-pied. Même chose, la CMU, ça serait bien de le faire en ligne. Oui. Bah oui. Parce que franchement. Oui, parce que tu es obligé de télécharger, d'imprimer le document, de remplir le document, d'envoyer le document ou d'aller le déposer. Ça serait bien de le faire en ligne. Pourquoi on fait les impôts en ligne et pas les autres ? C'est ça. Je dis franchement, on peut remplir les dossiers de la CAF en ligne. Avec de la chance, ça va vite la Sécu. Hein, quand tu fais ton dossier CMU, s'il n'y a personne à la Sécu, moi je vois quand j'ai fait mon renouvellement, ça a duré 30 secondes. Quoi. C'était super rapide, mais il n'y avait personne. Quand tu as 15 personnes, c'est chiant. Alors là, je suis partagé sur le point suivant, je vous dirai pourquoi. Alors, comme l'Organisation mondiale de la santé, ils veulent faire de la fin de l'épidémie du sida un objectif à l'horizon 2030. Pourquoi 2030 ? C'est tout de suite qu'il faut se battre pour la fin de l'épidémie. Ouais. Pourquoi horizon 2030 ? Ça, c'est l'OMS qui se fixe ça, mais qu'est-ce que Benoît Hamon va se fixer jusqu'à 2030 ? Il va pas. Un candidat présidentiel, c'est jusqu'en 2022. C'est ça. Mais voilà, je suis d'accord sur ce principe, mais l'horizon 2030, non, c'est tout de suite. Voilà, c'est juste pour ça que je suis partagé. Mais par contre, là où je suis ravi, c'est quand même le premier qui parle de l'objectif SIDA. Parce que je crois qu'aucun autre candidat en a parlé. Aucun. Si je ne me trompe pas. Et d'ailleurs, sur le suivant, même chose. Un 4e plan cancer sera lancé. Je crois que celui-là n'a pas été dit non plus. Personne n'en a parlé. Ça veut dire que là, les deux que je suis en train de vous dire, pour l'instant, il n'y a que Benoît Hamon qui en parle. Hein. Je vous dis clairement. Ensuite, l'activité physique prescrite par un médecin sera remboursée pour les malades chroniques. Ça, c'est une première, ça aussi. C'est tout nouveau, ça aussi. C'est pas mal. Vous êtes pour ou contre, d'ailleurs ? Non, moi, je suis pour. Hein. D'accord. Ensuite, pour lutter contre la malbouffe, il va lancer un plan alimentation et santé publique. Il va agir pour la prévention des malades chroniques, donc le cancer, le diabète, les maladies cardiovasculaires et respiratoires, ainsi que la prise en charge des maladies neurodégénératives, donc Alzheimer, démence, ainsi que les handicaps. Pour les handicaps. Pour lutter contre la malbouffe, qu'est-ce que le handicap vient faire là ? C'est ça. Le diabète, je comprends. Même le cancer, qu'est-ce que le cancer vient faire avec la malbouffe ? Parce qu'on peut attraper le cancer en bouffant n'importe quoi, je pense que ça doit être ça. Non, et ça a été prouvé, par exemple, que le cancer du sein était parfois lié à l'obésité de la femme. Ah, c'est possible. Mais bon, par contre, les handicaps, bizarre, hein. Je dois avouer que c'est un peu bizarre. Hein. Ensuite, il veut. Par contre, j'aime bien sa proposition. Je vous dis clairement. Hein. Ensuite, il veut proposer une politique ambitieuse de prévention en luttant contre le tabac. Ça, c'est une première. Ainsi que l'abus d'alcool et l'air pollué. Il veut interdire aussi les pesticides et les perturbateurs endocriniens dangereux. Et il veut renforcer la vaccination et le dépistage. C'est bien. C'est bien ça aussi. Moi, j'aime bien cette partie-là. Ensuite, il veut établir pour chaque élève un parcours éducation santé avec plus de sport, l'apprentissage de la nutrition et des comportements favorables à la santé. Les lobbies ne vont plus franchir non plus les portes de l'école. Et bien là, c'est une surprise. Venant des socialistes, je suis surpris. Il va aussi légaliser l'usage du cannabis pour les majeurs. Alors, je dois avouer que c'est une surprise parce que les socialistes n'étaient pas forcément pour ça. Hein. Donc, moi j'avoue que c'est une surprise. Et ça te convient ? Bah oui. Ah oui, c'est vrai. Si ça peut éviter le trafic. Ouais. Après tout, voilà quoi. Ensuite, pour garantir l'accès aux médicaments innovants, il va faire baisser le prix. Ah, ça aussi, ça n'a jamais été dit. Il va limiter le gaspillage et l'automédication dangereuse par la distribution des médicaments à l'unité. C'est
pas plus mal. C'est pas plus mal, ça, par contre. Bah oui, parce que quand on te dit de prendre 3 cachets par jour sur une semaine et qu'on te donne une boîte où il y a 60 plaquettes dedans Mhm. et que tu vas en jeter les 3/4, enfin voilà quoi. C'est bien ça. Ça c'est bien. Ça, par contre, ça très- fait un bon emballage en plus. Et ça, je dois avouer que c'est une très bonne, quelque chose qui n'a jamais été dit, d'ailleurs. C'est ça. Ensuite, pour protéger la sécurité sociale, il va renforcer la lutte contre la fraude aux cotisations, le travail dissimulé et les dépenses injustifiées. Rien à dire, je pense que là-dessus, il n'y a rien à dire aussi. Et il va lancer pour l'hôpital un plan d'amélioration des conditions de travail et de recrutement, la rénovation des bâtiments vétustes pour qu'ils soient plus fonctionnels et plus accueillants. Et il va développer encore le numérique et toujours, avec Hôpital Digital 2022. Ouh, même l'hôpital va s'y mettre maintenant avec Hamon. Youpi. On va avoir- Bonjour, je m'appelle Dr Robot 2.0, je vais te faire une ouverture. En 2022, ça m'étonnerait qu'on aura Dr Robot, mais peut-être au Je prochain. vais te soigner de ton artère qui est bouchée, je vais t'ouvrir le bide. Ouais, non, si t'as un bug, pas trop quoi. T'imagines si au prochain siècle on aura droit à ça? Une infirmière, oui, je vais te piquer. Ah, j'ai un bug. Et puis il reste dedans, et puis il reste dedans. Putain, mais il va pas rester comme ça quand même. Système erreur. Alors, je dois avouer que sur la partie santé, eh bien, il y a beaucoup de choses nouvelles. Il y a des oui, il y a du nouveau. Il y a du nouveau, hein, donc, et qui me plaît. Alors là, je trouve que pour l'instant, sur tout le programme de Benoît Hamon, la partie santé me plaît beaucoup. Tout le reste, c'est moyen, mais cette partie-là est très bien. Je parle en général. Hein. Oui. On avait bien compris que c'était pas pour l'infirmière robotisée. Ah non, ça c'est Lionel qui a déconné là-dessus, je pense, ça n'a rien à voir. Alors maintenant, Mise à jour. Enfin, voyons. Ensuite, sur la lutte contre le terrorisme. Qu'est-ce que va faire Benoît Hamon? Alors, face à de nouvelles menaces du terrorisme, la France s'est dotée de nouveaux moyens humains, financiers, juridiques et techniques. Donc, il veut créer 9000 postes de policiers et de gendarmes, ainsi que des appels aux réservistes, poursuites pour les personnes ayant participé à des camps d'entraînement terroristes à l'étranger. Et ensuite, il veut, avec une interdiction du territoire des suspects candidats au djihad, donc ça c'est pas nouveau, la création d'un délit d'entreprise terroriste individuelle, l'alourdissement des peines pour les terroristes, le renforcement des contrôles d'accès aux lieux publics et aux transports en commun, ainsi que la fermeture des lieux de culte au sein desquels sont tenus des propos constituant une provocation à la haine ou à la violence. Alors je sais que c'est pas forcément nouveau, mais c'est là qu'on se dit de toute façon ils vont forcément se réunir sur le même thème sur ce côté-là. Ensuite, il va renforcer le renseignement, ça c'est très important à dire, il va renforcer le renseignement grâce à un coordinateur national directement rattaché au Premier ministre. Il va amplifier les moyens de renseignement territorial qui, sur le terrain, est à même d'identifier les signaux faibles pouvant échapper aux technologies. La fameuse loi renseignement, on en avait un petit peu parlé lundi. Ouais. On n'a pas été forcément pour cette loi, hein, parce qu'on est un petit peu limite tracé dans tous les sens du terme, tu sais, à la voilà, c'est après, si c'est que pour, comme on l'a dit, si ce renseignement va uniquement sur le terrorisme, je m'en fous. Du moment que ça ne s'élargit pas, c'est le principal. Ensuite, il veut rétablir la police de proximité. Comme tout le monde. Comme tout le monde, non, parce que tout le monde n'a pas proposé ça. Non. Si, bah il faut. Hein. Il faut, d'accord. Ensuite, il veut proposer une loi de programmation sur la sécurité intérieure. Il serait temps quand même. Une prime en zone de sécurité prioritaire sera attribuée à l'ensemble des gendarmes et policiers, ainsi que dans les Outre-mer. Il va convoquer dès l'été prochain un débat parlementaire sur l'état d'urgence. Un recours à l'état d'urgence tiendra compte des nouveaux moyens des lois antiterroristes qui permettent de limiter son usage. Pourquoi pas ? Pour lutter contre les contrôles aux faciès et améliorer la relation entre la police et les citoyens, il va expérimenter le récépissé de contrôle d'identité en préservant l'anonymat des agents et sans alourdir leur charge de travail. Alors là, je suis contre. Pourquoi l'anonymat des agents ? C'est ça. Pourquoi nous, on est obligé de faire notre contrôle d'identité et puis l'agent, il n'est pas obligé de faire se présenter ? Ah non, je suis contre là. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Nous, on est obligé de faire son contrôle, puis les agents tranquilles... L'agent doit être identifiable aussi. Hein, bah oui. Puis d'ailleurs, un policier doit automatiquement montrer son sa insigne, carte professionnelle déjà. Voilà, c'est ça. Donc moi, je suis contre cette partie-là.
Il va inscrire dans le code de procédure pénale un droit de la victime définissant l'ensemble des droits reconnus à celle-ci lors de son procès. Le recouvrement des indemnités qui leur sont accordées doit être favorisé par la mise en place d'un fonds dédié. Ensuite, il veut mettre fin à tout statut d'exception en supprimant la Cour de justice de la République, donc lui aussi, donc ça c'est pas une nouveauté non plus, et il veut réformer aussi le statut pénal du chef de l'État. Ah ça par contre ça m'intéresse. Il serait temps, mais d'ailleurs c'était pas proposé par François Hollande ça ? Si, je crois. Et il l'a pas fait. Je crois que la seule chose qui a été, proposée c'est le salaire, je crois. C'est ça. Que le salaire doit être diminué, le salaire était exorbitant pour les parlementaires. Il me semble avoir entendu aussi ça, notamment sur Sarkozy, l'histoire de Big Malion, avec l'affaire Big Malion de Sarkozy. Oui, de lever le verrou. Il n'a pas dit, moi, président, je lèverai... par rapport à l'affaire Big Malion, il va être soumis au truc de justice s'il a fait des bêtises, par exemple. C'est ça, ouais, je crois. Je ne me rappelle plus de sa phrase exacte. Je m'excuse au passage, mais il me semble qu'il avait fait cette promesse-là. Et ça n'a pas été fait, je crois. Ensuite, il veut renforcer la prévention de la récidive en accroissant les moyens des services pénitentiaires d'insertion et de probation. Pourquoi pas ? Pour assurer la protection des citoyens avec plus d'efficacité et de rapidité, les moyens de la justice, donc civile, sociale et pénale, seront augmentés et il va poursuivre sa modernisation et sa simplification afin qu'elle soit plus accessible et plus proche pour les petites comme les plus grandes affaires. Pas mal. Ça aussi, je trouve ça pas mal. Ensuite, il veut étendre l'action de groupe et les délais d'instruction et d'exécution selon ceux qui seront réduits. Ensuite, pour les peines de moins de 6 mois, les alternatives prévues par la loi Taubira, les alternatives prévues par la loi Taubira qui préviennent mieux comme les récidives et préparent plus efficacement la réinsertion seront maintenues. Et pour mieux préparer à la réinsertion, un effort sera fait par la dignité dans les prisons. Ça fait bizarre de marquer la loi Taubira. Quand on entend loi Taubira, c'est le mariage pour tous. C'est bizarre ça. Tant que c'est pas la loi Taubira. C'est pas la loi du mariage pour tous. Mais c'est pas moi qui ai marqué ça, c'est la campagne de Benoît Hamon. Ensuite, il veut préserver la spécificité de la justice des mineurs, la primauté de l'éducatif sur le répressif, plus efficace dans la lutte contre la délinquance et la récidive, sera réaffirmée. Le dispositif des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse doit permettre une prise en charge adaptée. Donc voilà, ça c'était sur le plan juridique, tout ce qui est justice. Qu'est-ce que vous en pensez sur... Ouais, je suis pas tout à fait d'accord avec le truc sur les mineurs, mais... Ah, c'est-à-dire le dernier, là ? Ouais, c'est caressons-les dans le sens du poil sans être répressif. Ça changera pas d'habitude, quoi. Donc, est-ce que pour toi, il y a quelque chose d'innovant dans ce qu'il propose ? Non. Il n'y a pas forcément des trucs innovants. Après, ouais, c'est un peu plus de fermeté. Par exemple, au niveau de tout ce qui touche la réinsertion, tout ça, quoi. Voilà, il n'y a pas tellement de nouveautés, quoi. C'est des trucs qui existent déjà, donc... Alors, maintenant, changement de catégorie sur la partie logement. Il va agir avec les collectivités locales pour en finir avec le logement rare et cher. Ah, ça fait plaisir. Il va mobiliser les réserves foncières disponibles dans les collectivités et utiliser le levier de dotation versé aux collectivités pour assurer le respect des objectifs de construction. En finir avec les logements rares et chers. C'est ça. Il serait temps. Les loyers aussi, alors, pas uniquement pour acheter, mais aussi pour louer, parce que cher au niveau loyer. Et par contre, ça serait bien qu'ils proposent des baisses de loyer pour tous. Ce serait sympa. Ensuite, mobiliser des moyens supplémentaires pour aller vers la construction de 150 000 logements sociaux par an, dont 130 000 logements très sociaux, je ne vois pas la différence. Jusqu'en 2022, nous construirons 60 000 logements sociaux pour les jeunes et les étudiants et adapterons 150 000 logements pour le vieillissement. Et les autres, ils sont où alors ? Et les familles alors ? C'est ça. Les familles, à ce que je sache, c'est le plus important. C'est bien, mais il ne faut pas oublier que pour moi, c'est les familles qui sont pour moi prioritaires au niveau des logements sociaux. Ah bah oui. Mais sinon, voilà. Ensuite, pour développer l'offre de logement social, il veut renforcer l'application de la loi SRU et augmenter les aides à la pierre par des crédits de l'État et une contribution prélevée sur les transactions et les logements haut de gamme. Pourquoi pas ?
Ensuite, pour que chacun doit pouvoir se loger, il va renforcer l'encadrement des loyers dans les métropoles. Donc il va créer une garantie universelle des loyers pour sécuriser les locataires comme les propriétaires. Ah bah voilà, ça par contre c'est innovant. Bah oui. Voilà quelque chose qui est de nouveau, une nouveauté qui n'a jamais été passée et qui n'a jamais été proposée, qui me convient parfaitement. Et c'est comme fut un temps où tu avais le Locapass. Je sais Mhm. pas si tu te rappelles de Bien ça, sûr. où tu avais la possibilité de faire ce dossier-là afin de t'aider au niveau de la caution et du premier mois de loyer. Mhm. Chose qu'ils ont supprimée, quoi. Donc là, on va revenir un petit peu à ce genre de procédé-là, quoi, en fait. Eh bien c'est bien, Mm. c'est très très bien. Moi je suis pour être honnête. Ensuite, il veut mettre en place un bouclier énergétique qui garantira que les ménages habitant les logements les moins bien isolés ne dépenseront pas plus de 10% de leurs revenus dans leur facture d'énergie. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Voilà quelque chose de tout nouveau qui n'a jamais été dit aussi. Est-ce que quelqu'un veut débattre là-dessus? Non, mais c'est bien dans le sens où, bah ouais, si t'as un logement qui est classé en E, en F, ou voire même en G, bon, ben voilà, tu sais très bien que tu vas être obligé de chauffer ou autre, et bah tu peux pas te payer non plus des factures d'électricité exorbitantes ou quoi que ce soit, quoi. Donc un petit coup de pouce de 10%, c'est toujours ça. Eh ben voilà, non, c'est pas un coup de pouce de 10%, c'est-à-dire qu'on ne dépense pas plus de 10% de notre revenu dans Ouais. la facture. Ouais. Ça, c'est une bonne nouvelle. Tu peux pas le mettre maintenant, ça m'arrangerait. Ben non, mais oui, mais et puis je dirai pas plus. Ensuite, pour lutter contre la grande pauvreté, il va faire de la France un pays zéro bidonville. Il va créer 15 000 places d'hébergement pérennes et il va généraliser le droit à un accompagnement global des personnes en détresse. Le fameux zéro bidonville. Alors ça n'a rien à voir avec ce que Mélenchon a proposé parce que lui c'est zéro SDF. C'est ça. Quant à Monsieur Hamon, c'est zéro bidonville. Donc, moi, si à la place des bidonvilles, on crée des nouveaux logements et jolis propres et que ces personnes qui sont dans les bidonvilles sont relogées dans ces mêmes logements, moi je suis pour. Ah bah oui, totalement. Voilà. Oui, que ça passe pas ghetto, quoi. Ouais, mais ça. le but, c'est le but, c'est un petit peu ce qu'on avait fait avec le film qu'on a fait avec Joseph l'Insoumis. Qu'on n'y a pas participé, c'est-à-dire on était dans un bidonville et le bidonville a été rasé et à la place ces personnes ont été relogées. C'est ce principe-là qu'il faut faire. Voilà, donc je fais petite parenthèse sur le film Joseph l'Insoumis sur cette partie-là. Ça serait pas mal. Ensuite, pour nos quartiers populaires, le plan national de renouvellement urbain sera doté de 10 milliards d'euros. Ces moyens nouveaux permettront de poursuivre leur rénovation et d'y créer 20 000 emplois de proximité pour soutenir le travail des acteurs associatifs. Quelque chose à rajouter ? Non. Qu'est-ce que vous en pensez sur la partie logement ? Là, par contre, il y a du nouveau. Ouais, Là- il y a du nouveau, mais... Alors, il y a du voilà. nouveau, c'est de l'ancien qui revient au goût du jour, hein, qui est revu, mais... Le bouclier énergétique ? Non, je crois que c'est pas non, nouveau, pas ça. le bouclier, mais quand on revient sur les loyers, tout ça, nanani, nanana, enfin, chez beaucoup de candidats, hein, et on remarque qu'il y a déjà des choses qui ont existé et qui reviennent, mais retravaillées, en fait. Donc, du coup... Moi, ce que je n'aime pas dans les logements sociaux, c'est que on construit toutes les maisons, voilà, dans un même endroit, et forcément, tôt ou tard, ça finit par être un ghetto. Je suis Rapide. plus pour construire, je sais pas moi, quelques maisons par-ci, quelques maisons par-là, je vais dire avec des maisons dites ordinaires, et que ces maisons-là soient avec un tarif social, plutôt que tout réunir au même endroit. Parce qu'il y aura forcément plus de trafic de drogue, plus de... Voilà, et ça va finir toujours en ghetto. Alors, autre détail, on va sur les services publics et les fonctions publiques. Et donc, il va instaurer une garantie service public universelle. Chaque bassin de vie aura le droit à la présence, garantie par la loi, d'un panier de services publics à moins de 30 minutes, intégrant la lutte contre les déserts médicaux. Comme tu dis. Hein. Ensuite, il va créer des territoires prioritaires d'action publique pour coordonner l'action de l'ensemble des services publics, là où sont les besoins, donc les zones rurales, les périurbaines, les quartiers périphériques, avec une attention particulière aux outre-mer. C'est bien de ne pas les oublier, il faut quand même le rappeler. Le reste, je passe un petit peu. Il veut défendre le statut de la fonction publique qui protège le citoyen autant que l'argent public.
que l'agent public, parce que l'argent public, ça serait bien de le protéger, l'argent public, plutôt que l'agent public. Ensuite, il veut revaloriser le point d'indice des fonctionnaires avec un dispositif de hausse supérieur du pouvoir d'achat pour les fonctionnaires de catégorie C. Ensuite, il va mettre, comme d'autres candidats, la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle, il faut quand même le rappeler, qui est un syndrome d'épuisement professionnel pour ceux qui ne le savent pas. Ensuite, il veut permettre aux agents publics de construire de véritables parcours professionnels par la priorité donnée à la formation continue et par la mobilité et la création d'un droit à la conversion. Voilà, c'est bien. Est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus ? Non, pas du tout. Pas du tout. Justice fiscale. Oups. Attention, prochaine catégorie, la justice fiscale. Il va faire la lutte contre l'évasion fiscale et la fraude comme une priorité. C'est pas plus mal. Donc, les moyens du parquet national financier et des brigades financières spécialisées, ainsi que ceux des services fiscaux, seront renforcés. Un concours spécifique pour devenir enquêteur financier sera mis en place. Il va soutenir également la création d'un parquet européen. Et la justice pourra poursuivre les fraudeurs fiscaux sans autorisation préalable de l'administration fiscale, par exemple avec la suppression du verrou de Bercy. Ensuite, pour lutter contre la présence des banques dans les paradis fiscaux, il va établir une liste crédible des paradis fiscaux, et les juridictions qui refusent de changer leurs pratiques subiront des sanctions commerciales. Ensuite, pour mettre fin à l'optimisation fiscale qui prive notre pays de ressources qui lui sont dues, il va instaurer une taxe sur les bénéfices détournés par les multinationales et il va imposer la transparence fiscale aux entreprises qui devront transmettre les activités et impôts payés dans tous les pays où elles sont présentes. Ces informations seront rendues publiques. Ça, c'est très intéressant. Voilà quelque chose d'intéressant. Ensuite, il va souhaiter aussi que les banques que nous avons collectivement aidées à survivre à la crise participent activement à la sortie de crise et elles s'acquitteront à hauteur de 5 milliards d'euros une contribution assise sur les super profits qu'elles réalisent. Et d'ailleurs, Benoît Hamon va lutter activement contre les risques systématiques. Ensuite, il va réformer l'imposition sur le patrimoine. Ceux qui héritent d'un patrimoine et ceux qui sont obligés de s'endetter pour l'acquérir doivent être traités différemment. Et pour aider les primo-accédants, la taxe foncière tiendra compte des emprunts. Et enfin, il va mener à bien le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Alors, que pensez-vous de cette partie justice fiscale ? Courir après les paradis fiscaux, ouais, c'est une bonne chose. Je pense que le seul point que je maintiens, c'est la première. La lutte contre l'évasion fiscale. Le reste... c'est ça. Sans plus, quoi, le reste. Ouais, après, c'est un petit peu comme tout le monde, quoi. C'est-à-dire ? Bah, ils proposent à peu près tous la même chose. Oui. Sur les paradis fiscaux, voilà, maintenir les aidants à comment ? Les fraudes ? Non, pas les fraudes, les successions, là, l'héritage, quoi. Oui. Ouais. Donc, voilà. Il veut, alors on change de truc, culture, il veut porter l'effort public à 1% du PIB en créant un ministère de la culture, des médias et du temps libre, et en soutenant le réengagement des collectivités locales pour lutter contre les inégalités entre les territoires. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément vu, ça, cette partie culture. Il va créer, par exemple, une journée annuelle rue libre pour la culture. Ouais. Je ne sais pas à quoi ça va servir. Lors de laquelle, en fait, les institutions et acteurs culturels proposeront de construire avec les habitants des programmations hors les murs. Ouais. Oui. Pourquoi pas. Ensuite, il veut promouvoir, ça par contre c'est important, il veut promouvoir le français comme langue en partage dans le monde selon une démarche ouverte et il va proposer la création d'un palais de langue française. Ouais. Ça par contre, oui, il faut promouvoir le français. Mais ça par contre, c'est le premier qui propose ça, je crois que personne ne l'a proposé. Il y en a qui disent que la langue française doit être une priorité, et par contre, pas dans ce sens-là. Ça par contre, c'est lui qui l'a créé. Ensuite, changement de sujet.
On va sur la laïcité maintenant. Donc, parce qu'elle protège la liberté de conscience, c'est ce qu'on dit, la possibilité de croire ou ne pas croire, donc il va faire scrupuleusement respecter la loi de 1905 sur la laïcité, il va faire appliquer les sanctions avec fermeté, et il va y avoir un numéro vert qui va être mis en place 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour que les individus puissent trouver une protection de l'État. Oui. On n'est pas là pour t'obliger à croire si Dieu existe ou pas, quoi. Chacun est libre de... Attention, ça nous concerne directement. Le suivant. Donc, pour l'égalité réelle, il va créer un corps de contrôle anti-discrimination. La discrimination à l'adresse sera incluse comme critère d'évaluation des politiques publiques. Pour lutter contre les plafonds de verre, des objectifs de recrutement de diplômés issus des quartiers seront assignés au service public de l'emploi. Alors, je préfère mieux la partie discrimination qu'avait proposé Macron. C'est le seul qui... Et d'ailleurs, je rappelle que Macron... C'est la discrimination... Et lui, il l'a mis vers le haut, la discrimination. Et d'ailleurs, c'est son combat national. Faut quand même le rappeler. Ensuite, il veut renforcer les corps d'inspection qui font respecter le droit au travail, les règles sanitaires et vétérinaires, ainsi que les règles fiscales. Il va ratifier il va faire ratifier par la France la charte des langues régionales ou minoritaires. Oh, mais non. Mais non, on va pas enlever ça. C'est quand même notre... c'est notre histoire qui va enlever. Non, je suis pas d'accord. Les Pays Basques, les Corses, non. Ah oui, on touche pas au Pays Basque. Mais justement, c'est pas moi. Non, mais c'est pas moi qui y touche là, c'est Monsieur Hamon. Ouais. La bonne nouvelle, c'est que Monsieur Hamon va ouvrir la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes. Oui, c'est bien. Ça n'empêche, on touche pas au Pays Basque. Non, ça n'a rien à voir. Changeons de sujet. Il est pour la PMA pour toutes. Voilà, on va faire comme ça. Il va inscrire dans notre droit la possibilité pour les personnes transsexuelles de changer la mention du sexe à l'état civil sur déclaration devant un officier d'état civil. Bonne nouvelle. Oui. Pour assurer la reconnaissance de la filiation de tous les enfants, il va créer un statut du beau-parent et élargir les possibilités de reconnaissance en parenté d'un enfant. Et bien voilà, quelque chose qui n'a jamais été dit. Ça aussi, le statut du beau-parent, ça sert à quelque chose ou pas, ça ? Ça va servir. Oui, c'est important. Ouais, c'est important. Oui, notamment au niveau de l'autorité parentale. Oui, c'est ça, voilà. Oui. Donc le beau-parent... Et s'il arrive quelque chose aux parents ? C'est ça. Donc le beau-parent, maintenant, il aura un statut égal aux parents, quelque part ? Je pense, ouais. C'est pas un peu c'est pas un petit peu... Tu es pour ou contre ? C'est comme un couple hétérosexuel. Parce que le beau-parent n'est pas le parent. Alors, est-ce que... Oui, mais bon, le beau-parent éduque aussi l'enfant, quoi. Donc... Ça me dit, c'est un peu comme un couple, je veux dire, hétérosexuel, s'il a deux mères ou deux pères. Voilà, ce serait pareil comme couple hétéro, quoi. Il arrive quelque chose à un des parents, l'autre est là pour prendre la relève, ou s'il y a séparation, aucun des deux, il n'y en a pas un des deux qui est lésé dans l'histoire. Par contre, c'est le premier qui parle du statut du beau-parent. Ça, c'est une première, hein, je le dis clairement. Ensuite, il veut assurer un meilleur accès aux soins palliatifs et il veut garantir le droit à mourir dans la dignité. Donc, ça revient un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais oui, après, à condition que... C'est ça, l'encadrement, etc. Voilà. Est-ce que vous avez des choses à rajouter pour ce qu'on vient de dire ? Non. Est-ce que vous voulez qu'on passe la partie économique ? Ouais. Oui, parce que ça va être lourd et ça va être un peu pénible, c'est ça, on va être d'accord. Est-ce que la défense nationale, je pense que là-dessus c'est très important. Alors pour garantir notre souveraineté, notre autonomie de décision et notre liberté d'action, il va pérenniser notre capacité de protection et notre dissuasion nucléaire. Pourquoi pas ? Ensuite, il va investir dans l'entraînement de nos forces armées et en garantissant un groupe aéronaval à la France et assurerait la protection de la zone économique exclusive en modernisant notre flotte. Il va donner à nos forces armées les moyens d'agir et le modèle de défense français continue à être l'un des plus complets et perfectionnés du monde. C'est ce qu'il annonce en tout cas. Ensuite, il va faire préparer pour l'automne 2017 une loi de programmation en matière de défense qui prévoira des moyens pour la défense nationale à hauteur d'au moins de 2% du PIB
Du Pays-Bas. Pays-Bas, ouais. Du Pays-Bas, ouais. 2% du PIB à la fin du quinquennat. Et m'en voulez pas, ça fait quand même, ça fait plus de 3 heures que je discute. Hein. Alors, faut pas m'en vouloir. Donc pour nos militaires qui interviennent dans les opérations extérieures, il va consolider l'accompagnement psychologique au moment du retour au pays. Bon, pourquoi pas, hein. Ensuite, pour parer aux situations de mal-être dans l'armée, il va porter à une attention sans faille à la situation sociale des militaires français. Le burn-out existe aussi pour les soldats. Et il va mettre fin à la décrue des effectifs. Et surtout ceux qui retombent, surtout ceux qui retombent dans le civil. C'est très dur pour eux. Et là aussi, c'est important, il va améliorer la couverture sociale des militaires ainsi que celle de leur famille. Ça, c'est pas mal, ça. C'est joli. Il va demander que le budget de la défense soit exclu du calcul du déficit. Ça va être compliqué, hein. Ça va être dur, hein. J'y crois pas du tout. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Donc après le Brexit, la France sera le seul pays de l'Union européenne à disposer de l'ensemble de l'outil militaire dans toutes ses composantes. C'est ce qu'il a annoncé. Pour que notre action militaire s'inscrive dans le cadre d'une stratégie géopolitique, il va développer les moyens nécessaires tels que les capacités de médiation et de facilitation des processus politiques, avec la projection des capacités civiles, les enjeux du post-conflit, une réforme de la sécurité, le désarmement et réinsertion, justice transitionnelle, ou encore l'articulation du civil et du militaire. Pour finir, il va renforcer les moyens de l'aide sociale en faveur des veufs, des veuves et des anciens combattants les plus démunis. C'est bien ça. Parti militaire ? Parti défense ? Ouais, à part vouloir retirer le truc de la défense avec le... Ah oui, retirer avec le déficit. Ah, non, c'est impossible. C'est impossible. Moi, il n'y a pas longtemps, je parlais avec une qui a quitté le service militaire. Et bien que normalement, quand tu es à l'armée, il a un service qui t'aide à faire la transition entre, l'armée et le monde civil. Mais elle n'avait pas, percuté, elle n'avait pas adhéré, et elle a eu très difficile à s'adapter à sa vie civile. Elle a vraiment eu une espèce de burn-out, et franchement, elle a beaucoup souffert de ça. Alors, je suis en train de lire le suivant là, parce que je crois que Benoît Hamon va se faire des amis. Donc, il veut un monde en paix. Je me demande, avec sa proposition, je me demande si on va être en paix. Parce qu'il vient de dire que la France restera attachée à l'Organisation des Nations Unies, loin de l'unilatéralisme et de la brutalité esquissée par la Russie de Vladimir Poutine, la Chine de Xi Jinping et les États-Unis de Donald Trump. C'est bien, il s'est fait des amis avec son programme. Elle défendra donc une autre vision en Syrie, en Ukraine, au Sahel et partout dans le monde. Ah ben là, par contre, Benoît Hamon... Un monde en paix, comment il va être en paix avec ce qu'il vient de marquer ? C'est ça. On va pas être allié avec Poutine et Trump avec Hamon, hein ? Ça me fait penser aux élections des Miss, là. Je veux un monde en paix. Oh, elle est pas mal celle-là. Jolie. Non mais là, c'est bon. Les alliés, là... Déjà qu'on n'est pas forcément amis avec la Russie... se mettre à dos l'Amérique, c'est pas forcément top cool, quoi. Bah, disons qu'il a le droit de dire ça. Il aurait dû, dans son programme, marquer la brutalité esquissée par certains autres pays du monde. Mais là, il les a carrément nommés. Ah bah oui. Mauvaise stratégie pour moi. Politiquement et stratégiquement, il a fait une erreur. Pour moi. Parce que vous savez qu'on a besoin des États-Unis, qu'on le veuille ou non. Hein. C'est sûr. Ensuite, pour allier développement et sécurité, droits humains et nouvelles règles commerciales, la France nouera ou consolidera en Asie, dans le Pacifique et dans les Amériques, des partenariats féconds avec les États amènes. Il va préserver les politiques internationales qui s'inscrivent dans notre vision du monde, juste et humaniste, avec l'accord de Paris sur le climat, la Cour pénale internationale et l'accord sur le nucléaire iranien. Pour favoriser la coexistence des deux États vivant côte à côte en paix et en sécurité, il va reconnaître l'État palestinien. C'est pas notre rôle. C'est ça. On le répète à nouveau, c'est pas notre rôle du tout.
Ensuite, il va inscrire notre aide publique au développement dans une trajectoire de 0,7% du revenu national brut. Il va porter nos subventions à 1 milliard d'euros par an à partir de 2020. Il croit au pays des bisounours, hein. Des fois, il est bien qu'il y en ait un qui y croie. Hein. Et oui, c'est bisounours. Ah, Miss Angélique qui est de retour. Excusez-moi, j'étais au téléphone et rangeais les courses. C'est bien. Ensuite, pour un monde durable et vivant, il va s'employer à garantir la mise en œuvre de la COP21 et les objectifs de développement durable, y compris dans les lois de finances. Pourquoi pas ? La France prendra une initiative internationale et proposera la création d'un office mondial des biens communs chargé de leur définir un statut juridique international, donc l'air, les eaux, l'espace et la biodiversité. Ça aussi, c'est du copier-coller quelque part, qu'on ne dira pas ouf. Ensuite, pour que notre vision du monde ne s'arrête pas, c'est bien ça tous, hein. Pour que notre vision du monde ne s'arrête pas aux seuls États, il va associer les acteurs de la société civile, notamment les organisations non gouvernementales, donc les ONG, à la construction de notre politique étrangère. Ensuite, il va défendre la francophonie. Voilà, en cultivant le sentiment d'appartenance à la francophonie, il va proposer un visa francophone pour les étudiants, les chercheurs, les chefs d'entreprise et les artistes. Vous pouvez pas faire ça aux associations ? Ça nous arrangerait bien, ça. Pourquoi aux entreprises ? Pourquoi que les chefs d'entreprise ? Franchement, bah c'est bon, j'aurai ma francophonie, moi. Pourquoi t'es chef d'entreprise ? Bah, quelque part, on a un ciré, hein. On se débrouille, hein. Faire le carrelage, hein. Ensuite, pour garantir la sécurité et la confiance dans le monde numérique, il va proposer un accord international pour la protection des données personnelles et la neutralité du net, qui scellerait les engagements des États et des acteurs économiques de la société civile. Et il va prendre à cet effet l'initiative d'un sommet en France dès 2018. Oh oui, d'accord. Pourquoi pas ? Pour continuer à accompagner nos 2,5 millions de compatriotes établis à l'étranger qui participent activement au rayonnement de notre pays dans le monde, il va proposer un service public de qualité à l'étranger. Ouais. Ah, j'ai oublié de dire celle d'avant, je vais la prendre quand même parce que c'est important. Il a dit pour que le monde numérique tienne ses promesses d'émancipation et de progrès démocratique, il va s'employer à assurer la protection des intérêts de la nation en développant nos capacités de cyberdéfense et il va soutenir le logiciel libre qui contribue à notre souveraineté numérique. Ah ouais, Skynet, bonjour. Mais tu te crois dans Terminator? Sarah Connor. Ah, la cyberdéfense. Ah, on va être contrôlé par Cyberdine. Ouais, ouh. Par qui? Par la société Cyberdine. Ah oui. C'est quoi dans Terminator déjà? C'est Skynet. C'est Skynet, ouais, c'est ça. Oui. Ah, on aura Skynet en France. Oh, que c'est mignon. Ouais, jusqu'au jour où ça pètera. Il y aura un bon virus dedans. Pardon. C'est rien, c'est une dose. Alors, lui, il pense qu'un futur désirable est possible. Donc, sous l'hypothèse d'une croissance potentielle de 1,3% du PIB, de retombées économiques annuelles de 0,6% du PIB et d'économies structurelles annuelles de 0,15% du PIB. Bonjour les étudiants d'économie au passage. C'est ça. Les déficits seront en fin de période. Alors, pour lui, il promet, donc en fin de période, que notre budget prévisionnel de 2017 soit à 2,7% du PIB. Bonjour. Nous aussi, on t'aime. Ouais. J'arrive, ma chérie. Donc les déficits seront à 2,7%. Ouais. Donc on passerait de 3% à 2,7% en fin 2017. Comment ils arrivent à calculer ça? Est-ce que ça fait partie de la promesse européenne? 0,3%, on est à combien? On est à 3%, 3,2%, on est à combien là? Je sais plus. En déficit? Je sais plus, je crois qu'on est à 3%, non 3 Ouais. Ouais, un peu plus de 3, je crois. Eh ben Benoît Hamon fait une promesse à 2,7% déjà à la fin 2017. Ouais. Il est motivé, hein. Il y croit. Oui. Ouais. Il croit Père Noël. 2,7%. Déjà, il faudrait qu'on y arrive à moins 3. J'y crois au Père Noël. Arrêtez de massacrer le Père Noël. Ne touchez pas au Père Noël. J'ai rien dit, moi. Non? Vous y croyez ou pas? En plus, c'est le dernier point sur Benoît Hamon, en plus. Est-ce que vous y croyez à sa proposition sur le déficit de la France? Bon, déjà, lui, il croit qu'on va baisser. Déjà, 1. Il promet qu'on soit à 2,7% du En déficit. plus, 2017, disons même fin 2017. Mhm. Ouais.
Va falloir mettre les bouchées doubles alors. Donc oui, ça y est, je viens de voir, on baisserait de 0,6%. Non, c'est pas énorme. En ce moment, on baisse que de 0,2, on fait même pas 0,3. Ouais, mais bon. Et Benoît Hamon voit 0,6. Vaut mieux annoncer 0,2 que du 0,6, quoi. Je veux dire, c'est... 0,6% en moins en un an. Il est motivé, hein. Il a donf, là. On y croit. Il en veut. Déjà, est-ce qu'on y arriverait à 1% par an ? Non. Déjà, est-ce qu'on arriverait à même 1,5% ? On n'arrive pas déjà à passer 0,2, 0,3, alors, même 0,2. Donc, de là à faire du 1%... et puis alors, lui, 0,6. Oui, on y croit. Voilà, on a fait donc le programme de Benoît Hamon. Qu'est-ce que vous en pensez à titre général ? Moi, sur le programme, je suis pas emballé, hein, honnêtement. Sur le programme en lui-même, je suis franchement pas emballé. Je trouve qu'il y a pas forcément de l'innovation. C'est plus du copier-coller par rapport à d'autres candidats. Oui, ça c'est vrai. Enfin, il propose pas grand-chose de nouveau, quoi, en fait. Hein. Mis à part les quelques propositions. Il y a quand même trois catégories auxquelles il est pas mal. C'est sur la santé, sur le logement. Ouais, mais ça fait pas tout son programme, quoi. Et non, voilà, le programme, si on fait le bilan général... Si tu vas partir sur 5 ans de présidentielle, ça pèse pas lourd, quoi, hein, sur son programme. Et puis, les fameux 0,6% c'est ça. du PIB, alors là... Ça pèse pas lourd, hein. Sur 5 ans, ça pèse franchement pas lourd, quoi. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr. Choisis pas sa couleur de peau, encore moins les tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dis-donc pas que chacun est égal. Choisis pas sa couleur de peau, encore moins les tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dis-donc pas que chacun est égal. Voilà, c'est fini. À très bientôt.